marchons et libérons notre peuple, nos terres assiégées par l'occupant. Honorons nos pères martyrs, sacrifiés pour le Congo. Rappelons-nous de nos héros, morts pour la liberté. Que le sang versé ne reste pas impuni. Congolais, regardez l'étoile de Boukimango, nous qui fera un meilleur futur où l'unité, l'intégrité et la justice nous gouvernent. Congo uni dans la prospérité. De l'indépendance reste gravé dans nos cœurs. Soyons fiers de notre belle patrie. Prenons en main l'avenir de notre Congo. Soyons dignes du sang versé de Lumumba. Souvenons-nous de son discours. Mettons-le en pratique pour un Congo encore plus fort, plus juste et plus humain. Le réparer. Et ensuite, on va commencer. Mais pour l'instant, apparemment, c'est audible pour tout le monde. Donc, on va commencer pour l'instant comme ça, et puis on verra pour une fois qu'on aura le micro. Et on va voir s'ils sont là. Donc, on a M. Cheminade, qui s'était présenté aux élections présidentielles, l'avocat d'un de nos combattants, Maître Brom, et Laurent Louis, que je ne présente pas, puisque dans la communauté congolaise, on le connaît très bien. Donc, qui défend et qui porte haut, certains l'appellent le porte-voix, n'est-ce pas, de notre communauté. Donc, voilà. Si ça ne vous dérange pas. Donc, qu'on se lève et qu'on chante Congolais, unis par le sang, unis dans le sang, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, saluer la mesure de notre souveraineté, à notre postérité, pour toujours. Alors, juste, excusez-moi, juste pour nos 8 millions de morts, on va juste entamer une petite minute de silence. Bonjour à tous. Bonjour. Chers invités, chers compatriotes, combattants de la diaspora, Congolais et Africains, distingués invités, le RCK, les résistants combattants congolais, vous remercie d'avoir répondu à l'invitation pour la conférence et débat concernant la République démocratique du Congo. Il y a au préalable 3 orateurs pour la conférence. Il y a M. Laurent Louis, député fédéral belge. M. Jacques Cheminade, président de la Solidarité et Progrès. Et Maître Alexandre Brom. Le thème du jour, c'est la crise des institutions politiques en RDC. Nous demandons que le respect et la considération soient dans la salle du début jusqu'à la fin de la conférence. Soyez le bienvenu. Je vous remercie. On va donner la parole à Jacques Cheminade pour nous parler un peu de dans son livre. On a entendu, enfin, on a lu son livre, on a vu qu'il parlait du co-développement. Amis, compagnons et camarades dans ce combat. Étant beaucoup moins dans le combat
même que vous menez, et n'étant pas quelqu'un qui le connaît dans tous ses aspects terribles, je voulais tenter de l'inscrire dans ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en France. Le 30 juin 1960, face à Baudouin, roi des Belges, alors roi des Belges, Patrice Lumumba disait « Qui n'oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu nos terres spoliées au nom de textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. » Et on sait ce qui arriva à Patrice Lumumba. Thomas Sankara, plus près de nous, devant l'Organisation de l'Unité africaine, c'était le 29 juillet 1987, alors qu'il était président du Burkina, s'écria « Si le Burkina Faso demeure seul dans son refus de payer la dette, je ne serai pas parmi vous à notre prochaine conférence. » Alors le Burkina Faso demeura seul, a refusé le paiement de la dette, et Thomas Sankara fut assassiné comme Patrice Lumumba, et par les mêmes forces, le 15 octobre 1987, moins de 3 mois après le 29 juillet. Alors, ce à quoi nous faisons face depuis, c'est à la fois une colonisation extérieure. En ce qui concerne la France, c'est la France-Afrique. Je n'ai pas besoin d'élaborer sur ce point, nous le connaissons tous. C'est les fameux accords de partenariat économique qui demandent le démantèlement de toutes les protections tarifaires ou autres pour les pays africains pour leur production agricole ou industrielle. Et c'est la guerre qui a été lancée à partir de la Libye et qui crée une situation pour tout le Sahel où les armes se répandent partout et où toutes sortes d'intérêts se manifestent, créant une déstabilisation encore plus forte qu'elle n'était auparavant. Et cela s'étend de proche en proche dans tous les États de la région et même vers le sud, là où se trouve le Congo. Il y a cette colonisation extérieure. Il y a aussi ce que j'appelle une colonisation intérieure en France. C'est l'exclusion et l'exploitation dans les quartiers populaires, dans ce qu'on appelle les banlieues, mais je préfère dire quartiers populaires, car l'exploitation touche tout le monde. C'est le sort fait évidemment aux immigrés, et c'est une véritable discrimination territoriale qui étend encore la discrimination à la fois raciale et sociale. Et cette discrimination territoriale, on la voit dans l'enseignement. On a vu récemment que pour un élève à Créteil, on dépensait 47% moins que pour un élève à Paris. Donc nous avons cette situation, et dans cette situation, de façon tout à fait, on ne sait pas, on devrait à la fois en pleurer, trouver cela atroce et même trouver cela malgré tout comique, se tiendrait la conférence sur la francophonie à Kinshasa, qui est une horrible plaisanterie, si on peut dire, dans ces conditions. Alors, on a un régime, évidemment, qui, avec l'aide de l'invasion directe, indirecte, tous les deux de l'armée rwandaise, tue, pille et viole systématiquement les femmes. Donc, cette situation-là s'inscrit dans cette colonisation extérieure et même dans cette colonisation intérieure que nous vivons ici. Alors, vous savez que Henry Kissinger avait dit dans le temps, il faut contrôler l'énergie, car qui contrôle l'énergie contrôle les nations, qui contrôle la nourriture contrôle les populations, et qui contrôle la monnaie contrôle le monde. Et pour cela, il faut systématiquement diviser pour régner. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Alors, si on prend la nourriture, mais il faudrait prendre aussi l'eau et l'énergie, mais la nourriture est le plus significatif. 1 milliard d'individus humains souffrent aujourd'hui de faim dans le monde, et la plupart sont en Afrique. Et pour maintenir l'humanité au niveau auquel on pense pour 2050, si on extrapole, si on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, il faudrait augmenter la production agricole mondiale de 70%. Or, il y a un sous-investissement systématique dans l'agriculture. On a favorisé les agricultures d'exportation par rapport aux agricultures vivrières, dont ont besoin les populations. Les ressources en eau sont privées ou abandonnées, privatisées ou abandonnées.
Et on joue sur le marché financier, c'est ce que j'ai dénoncé, avec tout ce qu'on mange. Avec des opérateurs, des gens qui jouent, qui n'ont aucun lien ni avec l'agriculture, ni avec l'agroalimentaire, ni avec quoi que ce soit. Ce sont des joueurs qui utilisent ce qui se mange pour jouer. Ce qui est vraiment une des choses les pires qu'on ait vues dans l'histoire de l'humanité. Ensuite, vous avez l'agro-industrie qui s'impose, les Monsanto, les Dupont, les Bayer, un peu partout, en lien avec les grands cartels, les Continental Grains, les Dow Church Midland et les autres. Donc nous avons tout un système qui est en place, avec en même temps, dans les pays africains où on produit, un manque de modes de transport intérieurs, transversaux. Tout a été fait pour des transports intérieurs côtes pour organiser le pillage de ces produits dans l'histoire. Par exemple, la Zambie a une production agricole excédentaire, et pourtant les gens y souffrent de faim parce qu'il y a un gaspillage dû à l'impossibilité de transporter les produits. Donc on en est là, et la vision des gens qui contrôlent ce système énergie, eau, nourriture, et qui contrôlent le système financier et banquier international, leur vision aujourd'hui, ils l'affichent, pas toujours ouvertement, mais parfois ouvertement, c'est que les moyens dont ils disposent ne peuvent pas assurer un avenir à la population mondiale telle qu'elle se développe. Donc, leur vision, c'est une dépopulation contrôlée ou organisée. Et cette guerre hideuse du Congo s'inscrit pour moi dans cette vision qui est combien d'intros il faut réduire, donc on pousse les uns et les autres à se combattre, et les gens sont tués, les liens familiaux sont brisés, et le milieu de vie est brisé. Je me souviens toujours de ce que disait un jour Michel Poniatowski, pour le citer, et ça fait comprendre la situation aujourd'hui. Il disait, moi, mon jeu d'enfant préféré, c'est prendre des fourmis noires et des fourmis rouges, les jeter les unes contre les autres, et voir comment elles s'entretuent. Ça, c'est la mentalité qu'ont ces gens-là. Alors, il y a des conseillers du gouvernement anglais, Jonathan Prorit, par exemple, ou maintenant John Holdren, qui avec Paul Ehrlich conseille Obama. Paul Ehrlich a dit ouvertement, avant-hier, que la population de la Terre, il serait souhaitable qu'elle atteigne 1,5 milliard d'individus par rapport aux 7 milliards d'aujourd'hui. Il l'a dit, publiquement, c'est une citation. Donc ces gens-là ont ces idées folles, vous pouvez dire c'est quelques fous isolés. En fait, ce n'est plus quelques fous isolés, ça l'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, non. Parce que ce système financier qui est aux abois ne peut plus assurer un avenir. Donc, ce que vous vivez, je pense, le plus terrible, parce que vous êtes au cœur des ténèbres, comme disait Conrad, c'est que c'est le premier maillon d'une chaîne de destruction. Comme la Grèce est le premier maillon d'une chaîne de destruction en Europe. Je crois qu'il faut voir les deux qui font partie des résultats d'une même politique. Alors, évidemment, je pense que la grande erreur des indépendances des années 50 et 60, ça a été, surtout du point de vue des gens qui étaient en Europe, de ne pas voir qu'il y avait un lien absolument indispensable entre la décolonisation de l'Afrique et les luttes sociales en Europe. Et que les deux choses n'ont pas été menées du même pas, n'ont pas été menées ensemble, avec la trahison, comme on le sait, d'une partie de la gauche à ce moment-là. Donc aujourd'hui, il faut à nouveau ce que j'appelle le co-développement, c'est relier les deux. Relier cette lutte en Europe pour la justice et cette lutte pour le respect de la dignité humaine vis-à-vis de l'Afrique. Et je pense que c'est toute votre importance, parce qu'en tant que Congolais à Paris, ou d'autres appellent diaspora, vous avez ce lien, et vous constituez ce lien, et vous pouvez être ce levier pour ce changement de politique. Donc c'est une extrême importance que je vois en vous. C'est pour ça que je me suis toujours penché et de très près sur ces affaires, parce qu'il y a un besoin de justice morale immédiate, mais il y a aussi un rôle politique dont peut-être vous n'avez pas toujours conscience de l'importance et de la portée. Et c'est très important que vous pensiez de cette façon, parce que ce pont entre ceux qui se battent pour la justice des deux côtés, je dirais, de la Méditerranée, est essentiel pour nos combats à venir. Alors, évidemment, pour ça, il faut un plan d'action. Le premier, c'est qu'il faut se battre pour arrêter tout accord inégal qui existe. Il faut jeter à la rivière, une fois pour toutes, la France-Afrique.
ces accords de partenariat économique, il faut les arrêter, et il faut arrêter les guerres, comme on les a vues, qui créent un pourrissement constant dans ces régions, comme l'intervention en Libye, mais aussi des opérations comme les opérations, qu'elles soient licornes ou turquoises. Donc, moi, mon idée, c'est que si des soldats français doivent être en Afrique, c'est pour faire des œuvres d'infrastructure, pour travailler, et pour travailler probablement aussi avec les armées africaines, qui doivent être là dans un travail qui soit pour le bien des populations. Alors, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, nous devons combattre pour que ce soit possible un jour. Je sais des gens qui ont été, disons, pour l'instant, chassés ou écartés dans l'armée française, qui voient cette chose comme une nécessité. Et on ne peut plus avoir une politique militaire coloniale. Elle doit être arrêtée une fois pour toutes, toujours. Alors, évidemment, je sais ce que au Congo font allier ce qu'on appelle maintenant la MONUSCO, je crois, mais on appelle hier la MONUC, ce fait la MONUC, aujourd'hui on appelle la MONUSCO, ce fait la MONUC, on l'appelle toujours la MONUC d'ailleurs, c'est avec le régime en place. Donc c'est une chose absolument terrible de voir que les Nations Unies puissent être engagées dans des crimes pareils. Donc ça, c'est une première chose, je pense, arrêter tout accord impérial et tout accord inégal et se battre pour ça. La deuxième, c'est avoir ce co-développement qui veut dire faire des travaux qui sont nécessaires immédiatement en Afrique. Et l'un que moi je pris comme exemple, mais on peut en prendre d'autres, mais celui-là me paraît exemplaire parce que le poumon d'eau au centre de l'Afrique, c'est la remise à eau du lac Tchad, qui à travers l'histoire recule, il laisse des terres extrêmement fertiles, de type polder, qui pourraient être récupérées, et il faut absolument qu'on ait ce poumon d'eau qui soit revitalisé, parce que c'est la seule chance que les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs puissent travailler ensemble. Sans cela, on va jouer à diviser pour régner, et ça va être très dangereux dans cette région aussi, et ça va s'étendre dans cette région. Alors, évidemment, le projet que nous avons, qui était le projet Transaqua, était le projet de partir d'un grand canal partant de Bukavu ou de cette région-là, avec une autoroute de développement fluvial dans tout le nord du Congo. Alors certains disent on va voler les eaux du Congo. C'est 5% des eaux du Congo et le développement devrait se faire au Congo. Il ne devrait pas se faire ailleurs. Après, évidemment, on a le Lubangui, le Chari et le Logon et ça va vers le lac Tchad. Mais il n'y a pas assez d'eau propre de Lubangui, Chari et Logon pour vraiment revitaliser le lac Tchad. Et c'est plus important d'inclure le Congo dans un grand développement régional. On dira, aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'il y a la guerre, donc il faut arrêter la guerre avant. Donner en même temps cette vision que c'est possible. Alors, les Français à qui j'en ai parlé me répondent souvent, ce n'est pas possible parce que la guerre elle est endémique, les Africains sont comme ça. Vous allez les écouter, hein, c'est ce qu'ils disent. Et deux, le lac Tchad, il est comme ça. D'ailleurs, il y a une biodiversité qui s'est créée. Il faut respecter la biodiversité. Si on mettait de l'eau, ça noirait des sols où il y a toute une série de choses intéressantes qui se passent. Alors, le troisième argument, qui est vraiment le plus lourd, c'est qu'ils vous disent ça coûterait au moins 40 milliards. 40 milliards, c'est une folie et c'est pharaonique. On ne trouvera jamais ça. Or, quand il s'agit de trouver 1000 milliards à 1% à 3 ans pour les banques qui ont des problèmes, qui ont triché, joué et perdu, ça on les trouve en Europe, la Banque Centrale Européenne les trouve très facilement. Donc il faut bien voir la proportion des choses. Alors c'est là que tout un effort politique doit être fait pour afficher ce que pourrait être l'Afrique. Et tout le monde dit que l'Afrique est mieux, que l'Afrique est mieux partie. On entend ça un peu partout. Et c'est vrai financièrement, les gens tirent de l'argent de l'Afrique, mais c'est absolument faux pour le peuple africain. Voilà la vraie question. Alors, si on imagine une Afrique où avec des axes à la fois nord-sud et est-ouest, Lagos-Mombasa ou Lagos-Alger, et ce centre, ce poumon d'eau du lac Tchad, lié à ce que pourrait être le développement du Congo. Il y a tous les moyens d'avoir un développement absolument extraordinaire avec toutes ces richesses. Mais aujourd'hui, c'est le pillage organisé. Donc, il faut arrêter ce pillage et la déconstruction du pays. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est à faire des accords avec tel ou tel potentat local qui pille le pays, avec un pilleur en chef qui se trouve à Kinshasa. C'est comme ça que le système marche. Je ne sais pas, vous corrigerez, je dis des choses qui sont trop dures, mais je vois le système marcher de cette façon. Alors, évidemment,
Si on veut le changer, la première chose, c'est d'arriver à ce que j'ai essayé de défendre dans cette élection présidentielle. Et c'est très curieux la façon dont se passent les choses. Pour vous donner une image, j'ai été faire réparer mon rasoir. Je trouve cette histoire très révélatrice. Et le réparateur du rasoir, mais vous êtes déjà venu il y a 3 semaines. Alors j'ai dit non. Et alors, avant j'ai compris, mais c'est la télévision que vous m'avez vu. Ah, il m'a dit, c'est vrai, vous êtes Jacques Cheminade, vous n'êtes pas un sosie. Alors j'ai dit non, je suis là en chemin, simplement, pour faire réparer mon rasoir. Alors il a dit, moi, j'ai cru que, je ne vais pas voter pour vous, parce que j'ai cru que, ce que j'ai entendu à la radio, que vous étiez le représentant d'une nouvelle secte évangélique américaine. Alors, c'est vraiment rigolo. Bon, quand même, 3 minutes, c'est comme ça. La deuxième, j'ai cru que votre programme, c'était de faire un corridor thermonucléaire pour aller de la Lune à Mars en 15 jours. Donc, vous avez vu comment une caricature de ce qu'on peut faire peut jouer pour quelqu'un. Maintenant, il y a le bon côté. Il n'a pas voté pour moi, mais il y a le bon côté. Il dit, je suis arrivé à Saint-Lazare, et là, j'ai reçu ce qu'il appelle votre livre. En fait, c'est notre brochure, c'est celle que vous avez. Et j'ai vu que ce n'était pas tout à fait ce que disaient la radio et la télévision. Puis j'étais dans le train, j'étais en train de la lire, et il y avait quelqu'un en face de moi. Et ce quelqu'un en face de moi m'a dit, mais Cheminade, vous savez, c'est pas ce que dit la radio et la télévision, moi non plus, je ne vais pas voter pour lui parce qu'il n'a pas assez d'importance, il n'a pas assez de masse, mais c'est lui qui a mis sur la table la question des banques, la question financière et la question d'un système qui est devenu destructeur pour tout le monde. Donc c'est lui qui a un message, je le reconnais. Donc après, l'homme du rasoir, il dit, mais moi j'ai gardé votre brochure, je l'ai là, je peux vous la montrer. Donc vous voyez comment une réflexion peut se poursuivre, même si vous avez l'impression, si vous avez 0,25%, vous en présentez pas grand-chose, presque rien. Donc il y a une réflexion qui est mise dans la tête des gens, et toute occasion de la mettre dans la tête des gens doit être saisie comme ça. Parce que la tempête ou les turbulences viennent très vite. Et les gens qui sont en place sont un peu comme le capitaine et les copilotes du Paris-Rio. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'accident du Paris-Rio. L'avion ne devait jamais tomber. Airbus avait donné des formules, il ne devait jamais tomber. Donc le système financier monétaire n'a jamais été ouvert. Ils avaient leur plan de vol et le capitaine est allé dormir ou se reposer quand l'avion entrait dans les turbulences. Il n'aurait jamais dû rentrer. Et ces gens-là se confiaient à un système dans lequel ils étaient, croyant que ce système n'allait jamais changer. Et quand le danger est venu, ils ont mis l'avion en essayant de monter, ce qui le fait tomber parce qu'il n'y a plus de substantiation de l'air, et au lieu de le conduire comme il fallait, en le remettant sur une voie qui nous permette de marcher. En économie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter les spéculations financières autour de ces institutions bancaires. À partir de 1984, on a créé en France la Banque universelle, c'est-à-dire la banque où vous allez faire vos dépôts, la banque qui fait du crédit aux entreprises ou à la consommation, et la banque qui joue sur les marchés financiers, c'est une seule et même chose. Donc, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de muraille de feu, comme ils disent, entre les deux. C'est la spéculation et les jeux sur les marchés qui déterminent comment on peut faire. Et vous pouvez le faire dans le plus grand secret, parce qu'il y a une directive européenne du 1er novembre 2007, qui a été appliquée en France au 1er novembre 2007, qui s'appelle Marché des instruments financiers, qui fait que les bourses sont devenues complètement sans contrôle. Vous n'avez plus de contrôle public. Les banques ont constitué entre elles ce qu'elles appellent des plateformes alternatives, parce que c'est la liberté financière, c'est la concurrence libre et non faussée, donc elles ont fait leur propre plateforme. Les Anglais appellent ça les dark pools, ils sont plus racistes et plus spécifiques. Donc ça se passe dans l'ombre, c'est les combinaisons dans l'ombre, et c'est ça qui détermine tout le système. Donc, ce qu'on a présenté, c'est qu'il faut séparer d'un côté la fonction banque d'affaires, banque de spéculation sur l'investissement, et de l'autre côté, les banques de dépôt et de crédit, pour que l'épargne soit protégée et que le crédit puisse un jour aller à des entreprises qui vraiment produisent, pas à celles qui spéculent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été repris, vous avez vu que Hollande l'a repris dans son discours de Bourget, quand il a dit « mon principal adversaire, c'est le monde de la finance », et à partir de ce moment-là, c'est rentré dans la campagne, avec tous les banquiers qui sont précipités pour essayer d'empêcher Hollande d'aller plus loin. À droite, Sarkozy qui a dit que ces choses-là n'avaient aucun sens et qu'il a même dit quand même j'étais un peu fou à cause de ça, d'avoir lancé ça, puis on a essayé de me discréditer à tout prix pour cette question-là, parce qu'il avait lancé ça. Et la deuxième étape, évidemment, c'est un système de crédit public qui fait avec une banque nationale un pôle d'investissement public et qui peut réinvestir dans ce qui est nécessaire à l'homme
Et à l'avenir, en regroupant toutes les institutions publiques, en France, ce sera le Fonds stratégique d'investissement, la Caisse des dépôts, OSEO pour les petites et moyennes entreprises, la Banque populaire, la Caisse d'épargne, la Banque postale, on peut regrouper tout ça et faire quelque chose qui serve l'économie réelle, celle qui produit et celle qui œuvre pour les générations futures. Et qui pourrait, à partir de ce moment-là, travailler pour le développement de l'Afrique. Parce que tant qu'il y aura un système de banque privée et tant qu'il y aura un système dominant d'institutions financières, dites banque universelle, qui contamine tout, on ne pourra absolument pas faire cette politique. Donc c'est une politique qu'il faut changer. Alors si vous regardez l'Afrique, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de banques, mais aucune dans lesquelles le paysan africain fasse confiance. J'ai vu les femmes au Niger, le pays que je connais, qui cachent l'argent parce qu'elles ont peur que le mari le dépenser un peu facilement. Mais surtout, elles n'osent pas le mettre dans une banque parce qu'elles pensent que la banque ne gardera pas les fonds. Donc, il faut créer ça aussi là-bas. Et moi, je dirais une chose qui m'a le plus frappé et choqué quand j'étais là-bas, c'est que j'ai fait la route de Niamey à Tillabéri, j'ai enlevé, c'était avant, juste avant, 15 jours avant. Et en arrivant à Tillabéri, qui est une grande ville, ça fait 40 000 habitants, 46 000. Qu'est-ce qu'on voit en arrivant? La première chose qu'on voit, une magnifique maison, bien agencée, bien ordonnée, et ça c'est le colonialisme du quotidien, c'est la maison du PMU français. On peut parier sur les chevaux, là. On était scandalisé par ça. Et on voit ce système avec le cas extrême, qui est le cas du Congo, où les matières premières, tout ce qu'il y a, et où on pousse à la guerre et au pillage en utilisant les armées d'autres pays, que ce soit au Rwanda, mais par derrière au Rwanda aussi, et au quotidien, ce pillage financier au jour le jour par ces méthodes de jeu. Donc, pour conclure, je dirais que si on veut changer les choses, il faut créer une nouvelle résistance qui soit celle des producteurs, des travailleurs et des consommateurs contre ceux qui accaparent, ceux qui spéculent et les faux monnayeurs. Parce qu'on est arrivé à un système en Europe qui est un système de crédit où l'argent qu'on émet ne va pas ni à l'amélioration de l'homme, ni au changement et à l'amélioration et à la transformation de la nature. Il tourne en rond dans un monde financier dans lequel, évidemment, il faut toujours plus, et pour extraire ce toujours plus, on l'extrait des gens qui sont les plus faibles. Et on crée une politique qui a commencé par frapper 20% des Français. Maintenant, on en est à 50, 60. Ça frappe les classes moyennes. Et tout ce système qui désintègre et détruit, évidemment, toujours en Afrique, le lieu où il s'exerce avec le plus de férocité, mais il commence à s'exercer aussi en Europe. Donc je pense que c'est le moment de prendre conscience qu'il y a un intérêt commun dans une majorité en Europe et dans ce qui se passe en Afrique. C'est de ce point de vue-là que j'ai pensé à cette partie de ma campagne sur le co-développement et l'immigration. Alors, aujourd'hui, on vous dira c'est impossible, c'est un rêveur, on ne peut pas penser à tout ça, on ne peut pas changer le système. C'est ce que disait Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative. Tina, there is no alternative. On ne peut pas changer l'alternative. On ne peut pas faire autrement. Moi, je pense au contraire, si on continue à penser à l'intérieur du système dans lequel on se trouve, du système financier, monétaire, mais aussi du système social, qui est directement lié, et soi-disant culturel, qui est un système de l'immédiateté, du court terme, et qui n'est pas un système qui pense l'avenir et qui pense aux enfants, si on ne sort pas de cette boîte dans laquelle on est enfermé, je pense qu'elle deviendra notre cercueil à tous. Donc c'est absolument nécessaire d'en sortir. Et ce que nous essayons de nous battre, c'est de donner à la fois la clé pour en sortir, qui est, si on pouvait parler brièvement sur le système financier et monétaire, et en même temps, je l'ai dit, et l'image, beaucoup de gens ne la comprennent pas, mais compte tenu de ce que j'ai pu dire au cours de cette campagne, et qui a son écho quand même assez fort parmi, disons, 20% de la population, qui n'ont pas voté pour moi, mais qui ont réfléchi et pensé, et qui sont là. Moi, je dis, je dois être comme une épée qui soit derrière les gens qui probablement vont gagner, et la gauche, si elle gagne, n'aura plus d'excuses, parce qu'elle aura la présidence, elle aura l'Assemblée nationale, elle aura le Sénat et les collectivités territoriales, elle aura tout. Donc à ce moment-là, moi je serai la voix qui dira, c'est le moment que nous fassions ensemble ce qui doit être fait. Si vous ne le faites pas, eh bien, nous mettrons la pression pour que ce soit fait. Alors je sais que différentes autres sources pensent le faire, mais je pense que peu de gens ont le sens de ce qu'est vraiment la production
Et j'ai presque pas vu dans la campagne prononcer ce mot-là, production, comment on va donner les moyens de la justice sociale, et j'ai presque pas vu prononcer le mot Afrique, alors que la France, quand même, a un minimum de responsabilité, disons pour moi beaucoup, mais au moins un minimum pour tous, regardez ce qui se passe là-bas. Et je crois que la conclusion à avoir, c'est qu'il ne faut plus penser en millions, en milliards d'euros. C'est utile d'avoir un comptable pour contrôler les choses, mais le comptable ne doit jamais définir la politique qu'on fait. Donc, on ne doit plus penser en millions ou en milliards d'euros, mais en vie humaine sauvée, en arrêtant la faim et en écartant ce mal de la faim et en développant les cultures ouvrières, amener la paix sociale par le développement mutuel et une conscience internationale de ce qui se passe. Alors, je pense que très important en Afrique, en relisant tous les auteurs qui ont parlé au moment de l'indépendance, c'est qu'il y a cette volonté de vouloir vivre en commun. Il y a une volonté d'œuvrer, de créer ensemble. Ceci dit, les systèmes du colonialisme, du néocolonialisme qui a suivi, puis les régimes corrompus qu'il y a eu là-bas, ont créé en même temps une vision du très court terme. Ce qui se passe demain, après-demain, on doit survivre, on doit faire ce qu'on peut. Donc ces deux choses se heurtent aujourd'hui, et c'est le moment que l'une soit plus forte que l'autre, et c'est en train de devenir exactement la même chose en France, c'est pas propre à l'Afrique. Donc on voit l'horizon à long et moyen terme. Je crois que ce qui a été particulièrement frappant pour moi dans cette campagne, c'est pour conclure sur ça et pour vous montrer comment c'est une chose ignorée. Ça a été qu'il y a 20 pages sur 360 dans ma campagne sur l'espace, et qui sont faits avec des gens de l'ONERA, du CNES, des gens très sérieux. Ils ont pris tout de suite cette question comme moyen de se moquer et de critiquer, et de dire les petits bonshommes de Mars et tout ça, alors que si on avait été en 1960, au moment des indépendances, tout le monde aurait compris qu'il y a un lien entre une vraie politique de développement général et une politique de libération du peuple. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, aujourd'hui on n'a pas l'espace, on a le décenseur social et une oppression des peuples qui se met en place, alors qu'on avait l'espoir, au moment où on avait une politique spatiale, d'avoir l'ascenseur social et l'émancipation des pays et l'indépendance. Donc ça, on ne peut pas le voir aujourd'hui parce que les gens ont été victimes, et je crois que c'est là que vous, qui avez un sens plus long d'histoire, vous voyez ce qui se passe dans votre pays, qui avait un sens qui est aussi ici, vous pouvez donner ce sens long de l'histoire. On ne peut pas se limiter à survivre à court terme et à faire une petite affaire, une magouille et s'en sortir. On est venu à un moment où il faut avoir une vision longue de ce qui doit être actif, de ce que l'être humain veut faire de bon. Et souvent, pour les gens, c'est lié à un sentiment spirituel, religieux, beaucoup moins politique aujourd'hui, je dirais malheureusement parce qu'il faut voir les deux. Il faut lui redonner un sens concret, politique dans ce qu'on peut faire dans l'histoire. Et c'est là que la lutte pour les droits de l'homme, la lutte pour l'émancipation des peuples, la lutte pour le développement économique et la lutte pour qu'on se crée les moyens d'avoir un avenir par tous les moyens de découverte humaine. C'est là que toutes ces luttes doivent converger à ce moment de l'histoire. Et je pense que cette campagne présidentielle en France aura montré pour le moins que c'est pas clair et que vous pouvez avoir un rôle très important à exprimer ici ce que vous êtes en droit d'exiger par rapport à l'Afrique, mais pas seulement, par rapport à la société française. Il y a cette colonisation extérieure et une colonisation aussi intérieure. Et il y a beaucoup plus de gens sensibles. Moi, j'ai vu des mouvements dans les quartiers populaires, soit à CFE, Marchand à Commun, ou même dans banlieue à Marseille, dans les quartiers nord. Il y a toute cette chose qui est en train d'arriver et à laquelle il faut donner. Les gens parmi nous qui ont une certaine expérience, une certaine vision comme vous l'êtes, puisque vous êtes ici, doivent donner un horizon à ça, parce que sans ça, ça devient une agitation qui finit par agir contrairement à elle. Et là, si vous donnez cet horizon, si vous donnez ce but, si vous élargissez le combat et vous montrez l'importance que peut avoir à la fois votre pays, ce qui se passe dans votre pays par rapport à ce qui se passe en France, ce qui se passe en France par rapport au pays, alors oui, on peut vraiment, je pense, arriver à quelque chose et changer une situation qui autrement paraît bloquée. Merci beaucoup. Normalement, M. Cheminade a d'autres rendez-vous, donc je demande à nos autres invités d'être un peu patients.
Si vous avez des questions à poser, comme ça, on pourra vous libérer, puisque... Je resterai pour les écouter, ça c'est à moi. Ah d'accord. Vous avez encore du temps, alors on nous a...